Bonjour, aujourd'hui sur le Ski Journal, Olivier Cotte, l'organisateur de la tournée SFR Freestyle Tour, et justement pour en ce début de saison faire un petit flashback sur la tournée précédente qui, on peut dire, a été marquée par, en tout cas par deux choses, c'est-à-dire une montée en gamme. On avait un espèce de Coupe de France ou de Championnat de France bien organisé, mais voilà, c'était pas les X Games. Là, vraiment, il y a eu un cap qui a été passé en termes d'organisation, de setup, et voilà. Et d'ailleurs, en termes de niveau, puisque de plus en plus de skieurs, de top skieurs étrangers font le déplacement et ont d'ailleurs tendance un peu à truster les podiums. Donc, Olivier, tout simplement déjà, pourquoi cette montée en gamme? C'est une vraie volonté d'aller toujours plus haut ou le fruit du hasard? En fait, cette montée en gamme a déjà été entreprise depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai créé cette tournée, c'était une tournée qui était purement nationale, française. D'ailleurs, on faisait toutes les disciplines du freestyle de l'époque, il y a 10-12 ans. On faisait même du ski cross. Mais à l'époque, en ski cross, il y avait au départ à la fois des freestylers et des skieurs alpins, c'est-à-dire qu'il y avait des kicks un peu dans tous les sens et les parcours c'était un petit peu il y avait un peu plus de boss qu'actuellement, moins de glisse, et on était à peu près 50% du temps en l'air, donc il y avait des freestylers et des bosseurs aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, déjà quand les X Games sont arrivés en France, on a mis en place, on avait négocié avec ESPN des wildcards pour qualifier les meilleurs sur les X Games, les meilleurs du tour. Et donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où il y a eu des étrangers qui sont venus, ou tout d'abord pas mal d'Européens, il y a 2-3 ans, Suisses, Scandinaves, et après c'est vrai que déjà en 2013, on avait eu Gus Canworthy, numéro 1 mondial, qui était venu faire l'étape de Tignes, donc c'est vrai qu'on avait déjà passé un step avec bien sûr tous les Français, les meilleurs Français qui étaient là, et aussi des skieurs de club, tous les freestylers en herbe, et on n'oublie pas aussi, on a toujours fait une catégorie kids pour former les futurs talents, les talents de demain, enfin tous les petits jeunes. Oui, parce qu'à la base, il y a une volonté de détection. Et il y a une volonté de détection. À la base, c'était une tournée purement française, et la volonté de détection et la volonté que ça reste un pro-am, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire, enfin n'importe qui, il faut avoir un certain niveau parce que les modules sont engagés, mais qu'il y ait cette notion de pro-amateur. Pas un invitationnel, tout à fait. Comme on trouve trop souvent d'ailleurs. Et ce qui est compliqué dans un event, d'arriver à mixer le très haut niveau, les amateurs, avec le nombre d'inscrits, les conditions météo, enfin bon, c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à faire ce mix, mais on a toujours réussi à le faire, et cette volonté que ça reste pro-amateur, détection et découvrir de nouveaux talents est forte, et c'est l'entité du tour à la base. Et c'est vrai que l'année dernière, en fait, quand j'ai appris l'arrêt des X Games de Tignes, j'ai tout de suite travaillé avec mes partenaires. Je les ai convaincus très très vite que s'ils mettaient un petit peu plus de budget pour faire des événements encore plus quali, c'est-à-dire monter au niveau du World Tour, parce on fait partie intégrante du World Tour depuis 3 ans, avec au début on avait des étapes catégorie Gold et bronze et silver, c'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de price money, de qualité d'accueil des athlètes, de setup et de préparation des parcours. Et ensuite nous sommes passés Gold à la FPL World Tour. L'année dernière on avait eu, en 2013 nous avions eu une première étape Gold à Vars, donc l'étape de Gold il y a à peu près un peu plus de $20 000 de price money, donc là on avait commencé à avoir un beau plateau mondial. Et donc cette année, avec les partenaires et les équipes, on est monté en gamme pour arriver à avoir des étapes niveau platinum. On avait 2 étapes platinum et 2 étapes gold l'année dernière, et à l'AFP World Tour, et
Donc, ce qui nous a permis d'avoir... en fait, c'est le niveau de points que remportent les compétiteurs pour le classement mondial qui décerne les titres de champion du monde de l'AFP World Tour. Et ces catégories de points des épreuves telles que les X-Games d'Aspen ou le Dew Tour. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à prendre aujourd'hui au SFR. Voilà, et donc ça a été monté en puissance un peu qui avait été progressive, mais qui arrivait d'un coup suite à l'arrêt des X-Games en septembre l'année dernière, septembre-octobre. Donc pour être clair, cette montée en puissance s'est amplifiée avec l'arrêt des X-Games de Tignes, mais à titre indicatif, à Tignes par exemple, ou à La Clusaz, on prenait autant de points sur le SFR en gagnant qu'en gagnant à Aspen. Tout à fait. D'ailleurs, Kevin Roland, qui est venu sur l'étape de Halfpipe, de Superpipe à Tignes, a remporté son titre de numéro 1 mondial fin de saison sur l'étape du SFR Tour, parce qu'il lui manquait un certain nombre de points. Et comme il était blessé l'année dernière pendant les X, il y en avait qui annulaient leur résultat. C'est comme un classement en tennis sur un an. Comme sur la TP. Et voilà, quand arrivait la date de Tignes du SFR Tour, les points des X-Games de l'année dernière sautaient. Lui, il n'avait que des points à prendre par rapport à Mac Riddle ou d'autres qui avaient déjà mangé des points l'année dernière. Voilà, il a gagné sa place sur son titre de numéro 1 mondial sur cette étape. D'accord. Et alors, justement, cette montée en puissance, dont tout le monde se félicite, puisque ça fait des beaux événements freestyle en France, récurrents, puisque des beaux événements, il y en a un petit peu partout, récurrents depuis 10 ans comme ça, il y en a quand même nettement moins. Elle pose néanmoins la question qu'on retrouve de moins en moins de Français dans les finales. Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas quelque chose de parallèle ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un espèce de championnat de France, on va dire, qui serait fait sur les demi-finales, où on donnerait des points qu'aux Français sur les demi-finales pour un classement, une extraction de classement, on va dire. Autre chose, une tournée parallèle, bref. Est-ce que finalement, en devenant trop international, on coupe pas un petit peu l'herbe sous le pied des Français, même si c'est toujours open, et puis... on a bien vu... Après, c'est le problème du mix, mais je pense déjà que c'est très important pour les Français de se confronter face aux meilleurs mondiaux, au très haut niveau. On fait des journées de qualification où il y a tous les Français. On a conservé une catégorie Kids. On a fait des étapes Platinum qui n'existe nulle part ailleurs aux États-Unis, c'est-à-dire que les X-Games ou le Dew Tour, c'est seulement sur invitation. C'est-à-dire que sur les deux étapes Platinum, en fait, il y avait le top 12 mondial qui était invité, les meilleurs mondiaux, par exemple l'étape de la Clusaz en slopestyle et de Tignes en halfpipe, mais il y avait quand même 12 places sur l'étape Gold de Vars précédente qui étaient à prendre, plus 12 places sur l'étape la première étape de Val Thorens. Donc c'est-à-dire que on a permis à n'importe qui avait le niveau avant de pouvoir gagner sa place et être invité sur l'étape Platinum pour pouvoir se confronter aux meilleurs mondiaux. Et on a aussi en fait une petite chose qui ne se fait jamais, on a aussi les 3 meilleurs kids des étapes précédentes qui étaient invités par exemple sur l'étape de la Clusaz. C'est-à-dire qu'il y a les petits kids qui ont 13 ans, ils pouvaient courir avec le numéro 1 mondial, Gus Kenworthy qui venait de faire vice-champion olympique. Donc sur quel événement on voit des kids se présenter au départ d'une course de niveau Platinum? C'est pour ça que la tournée est géniale. Mais après, il peut y avoir, bien sûr, d'autres tournées nationales. Il y a une tournée Coupe de France de slopestyle, donc là, il n'y a que des Français au départ. Mais après, faire une tournée qu'avec des Français, je pense qu'il en faut. Mais je pense que ça ne tirera pas le niveau des athlètes français vers le haut. C'est-à-dire qu'on a bien vu cette année des jeunes qui peuvent se confronter avec les meilleurs mondiaux. Je pense notamment au jeune Antonin Delis. Qui est celui qui a gagné des étapes il y a 2 ans
Et cet hiver, il a prouvé qu'il était là en début de saison, qu'il faisait partie des 4 meilleurs français et il a gagné sa place largement sur les premières étapes, sur la première étape de Val Thorens pour partir aux Jeux Olympiques. Et on a vu que se confronter au meilleur, de se confronter au meilleur, il a élevé son niveau de ride et il s'est affirmé en fin de saison comme le meilleur français, si ce n'est le leader. Voilà, il a tout juste 18 ans, c'est le seul qui s'est qualifié parmi le top 10 à la Clusa alors qu'il y avait le numéro 2 des X-Games d'Aston. C'est celui qui s'est révélé cette année sur la Gaston Warsi. Il s'était révélé déjà bien avant, il a gagné chez les Kids. Qui a confirmé. Et qui a confirmé. Et lui, c'est l'exemple type du jeune gamin qui, grâce au tour, peut se confronter aux meilleurs mondiaux et qui élève... du pur produit SFR. Et qui élève son niveau grâce à ça. Donc il faut de tout en fait. Et après, c'est sûr qu'il faut des courses que pour les Français aussi. Mais... Non, mais cette idée d'un classement qui serait un classement franco-français qui serait fait sur les demi-finales, par exemple. Ah, mais tout à fait. Un classement dans le classement, quoi. C'est-à-dire, on change rien au déroulement, mais au moins il y a une course dans la course. C'est vrai qu'on pourrait faire un classement purement français. Après, on réfléchit aussi à faire une course plus ou moins que pour les Français en amont. Voilà, enfin on réfléchit à des solutions pour pouvoir mettre plus en valeur les riders français. Après c'est vrai que c'est surtout sur le slopestyle, parce qu'en halfpipe, les meilleurs Français sont dans les meilleurs mondiaux. Justement, avant il y avait le Big Air, tu disais le ski cross. On va sur le format slopestyle et pipe, et principalement slopestyle, puisque là tu avais 3 étapes en slopestyle et une en pipe. On va rester à peu près là-dessus. Les orientations sont faites tout naturellement sur le slopestyle, avec plus d'étapes de slopestyle et une étape de halfpipe, parce qu'il y a beaucoup plus de riders qui pratiquent la discipline de slopestyle, qui est la pure essence même du freestyle. Et c'est vrai que les étapes de Big Air, l'année dernière on n'a pas fait l'étape de Big Air parce que pour les sportifs, pour les riders, c'est surtout par rapport à eux. La plus grosse valeur sportive, c'est vraiment l'épreuve de slopestyle. Et faire qu'un Big Air, c'est très bien. On a fait des superbes étapes de Big Air qui sont très chauds et qui sont extraordinaires. Mais on a voulu coller vraiment avec ces attentes-là. Mais c'est vrai qu'on n'exclut pas non plus de remettre en place une grosse étape de Big Air pour la saison à venir. D'accord, la saison à venir. Parce que c'est vrai que le Big Air, bon, c'est bien, mais c'est un petit peu limitatif pour montrer tout ton talent. Tout à fait, c'est pour ça que ça pourrait être une étape, mais une seule étape de Big Air si on met en place l'étape de Big Air et non pas comme on a pu avoir les autres années. Oui, bien sûr, avec une finale en nocturne. Voilà. C'est des pistes qui sont à l'étude. Tu as été déçu, j'imagine, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes météo sur la tournée. Et puisqu'on parlait d'étapes nocturnes, la Clusa qui devait se faire, le final en nocturne, n'a pas pu se faire comme ça. J'imagine que c'est toujours un peu décevant quand on se démène pour organiser quelque chose et puis qu'on est obligé de se rabattre sur une autre forme. En fait, je ne veux pas dire que ça a été décevant, c'est surtout que ça a été très difficile et très long. C'est-à-dire que depuis début janvier, on attendait une vague de froid, on savait qu'il fallait 4000 m3 supplémentaires pour faire cette grosse étape qu'on avait prévue à la Clusa. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, à faire un slopestyle concentré au centre du village, en passant au-dessus de la route. Enfin, c'est un projet sur lequel on avait beaucoup travaillé. On passait énormément de temps et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire, qui était compliqué à mettre en place, très coûteux aussi, mais on y tenait vraiment énormément. C'est-à-dire que on a vraiment attendu le dernier moment pour annuler cette étape de slopestyle sur le front de neige de la Clusa. Et en fait, je crois qu'on a pris la décision 3 semaines avant, quand on voyait que les prévisions, il fallait 2 semaines de construction, quand on voyait qu'ils n'annonçaient pas de froid, c'était 3 semaines ou un petit mois avant l'étape. Et finalement, donc,
on s'est dit, bon, on ne peut pas annuler une étape. Le snowpark de la Clusaz, on l'avait repéré tout de même, mais il n'était pas du niveau d'une étape platinum du World Tour. Et donc c'est vrai on s'est rencontré avec tous les services des pistes en réunion de crise et on s'est mis d'accord pour retravailler complètement, remodeler le snowpark de la Clusaz, démarrer aussi de plus haut qu'actuellement, que le site habituel. Ouais. Et donc c'est vrai que ça a été très compliqué, très fatigant, parce qu'en fait on a dû reshaper un slopestyle en 8 jours, quoi. On a refait un slopestyle alors qu'on était en événement en plus en même temps à Vars, donc ça a été très compliqué avec des tempêtes de neige à Vars et la Clusaz à préparer complètement de A à Z. Ça prouve quand même que tu as des stations partenaires qui sont hyper motivées. Oui, Qui investissent. J'ai des stations partenaires motivés et j'ai surtout une super équipe de staff, de shapers, de gars très motivés, passionnés, très bons aussi. Après, c'est pas tout le temps parfait, mais j'ai surtout un super staff, quoi, aussi. C'est combien d'heures de machine pour faire un pataquès comme à la Clusaz? Comme à la Clusaz, déjà j'ai fait venir, en plus, bon, il y a eu tous les services des pistes qui ont été mobilisés avec des machines, et en plus j'ai fait venir un chauffeur de machine extérieur, Nicolas Marduel, qui a bossé jour et nuit pendant une semaine, en plus des machines et des shapers de la Clusaz, plus mon staff de shapers habituels, Baptiste Compaton, Alex Hamelin, Clément, voilà. Puis il y a d'autres, on a demandé des renforts aussi à Arnaud Cugenet, enfin il y a pas mal de gars extérieurs qui sont venus nous donner la main pour sortir le site en 8 jours en fait. Qu'est-ce que te disent les skieurs sur la tournée? Eux qui ont l'habitude d'aller à droite à gauche, en Europe, ailleurs, ils trouvent qu'il y a Enfin voilà, quel est le niveau pour eux de la tournée SFR? Le niveau pour eux augmente d'année en année. Après, c'est vrai, j'ai été très agréablement surpris par les athlètes français et étrangers. Et je pense que c'était bien aussi d'avoir le regard des étrangers, des Gus Kanouarsi, Williams McRae qui a fait deuxième au X Games d'Aspen, Oscar Wester qui a fait une saison. Pour moi, cette année, c'est vrai que pour revenir sur les sujets, les rookies français qui s'y émergeaient chaque année, moi cette année, il y a eu Antonin Adélis et chez les étrangers, il y a Oscar Wester. Quoi. C'est-à-dire qui gagne à l'overall. Qui gagne à l'overall devant les meilleurs mondiaux et on voit qu'il a confirmé sur d'autres contests en fin de saison et il est arrivé en début d'hiver, il a fait la première étape de Val Thorens et là, il s'affirme vraiment pour être l'un des top 3 mondial. Il s'est fait un prénom sur l'hiver. Ouais, il est frère d'eux et là il s'est fait un... Exactement. Et après, oui, ce qui m'a surtout touché, c'est les étrangers qui sont venus, hommes ou femmes, et qui m'ont dit c'est génial, c'est top, parce que c'est des super sites quali, et en plus il y a une ambiance beaucoup plus cool que sur les événements aux États-Unis, où ils peuvent être pris un petit peu comme du cobaye, on part à telle heure, c'est comme ci, c'est comme ça, et c'est vrai que nous on fait des comités de course tous les soirs, on adapte les horaires en fonction de la température de neige, enfin si on peut faire quelque chose, on le fait, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le retour a été très très positif par rapport à d'autres événements internationaux. Qu'est-ce qui existe en Europe de similaire ou de semblable? De semblable, en termes de tours déjà, il n'y a pas de tour. Il n'y a pas de tour. Il n'y a que des gros événements. En Europe, il y a l'Austrian Open, mais je crois qu'il ne se fait plus. Comme événements internationaux, il y a le Frost Gun à Val d'Isère, là, le Big Air, mais qui est que sur invitation. Après, en gros événements. Non, mais des gros événements, il y en a, mais voilà, il n'y a pas une tournée récurrente comme la tienne en Europe. Et en termes de high level sur l'Europe, depuis l'arrêt des X-Games, c'est vrai qu'il n'y a pas de tournée équivalente. Est-ce que le but, c'est de faire un petit peu un du tour, on va dire, à la française,
quand le Dew Tour avait plusieurs étapes, puisque c'est plus le cas Complètement. aujourd'hui. Complètement, C'est ça, c'est d'arriver quand même à un niveau c'est le top but, level. c'est ce à quoi nous sommes arrivés l'hiver dernier et c'est ce à quoi sur quoi nous travaillons depuis 3 ans. Hein. C'est vraiment une volonté de devenir le Dew Tour européen. D'accord, pour l'instant, tes partenaires te suivent, tout le monde est motivé. Bref, il n'y a aucune remise en cause de l'événement. Non. Tout le monde me suit, tout le monde est motivé et toujours pour essayer de faire mieux encore et toujours. Plusieurs étapes de pipe, non? Compliqué, difficile? Je pense que sur le pipe, nous ferons qu'une étape. Pour les riders, pour les pipers, c'est suffisant. Ils ont d'autres étapes internationales et c'est vrai qu'on multipliera les étapes plutôt sur le slopestyle. Et comment ça se passe avec la Fédé qui donc fait ses Coupes de France en parallèle? Avec la fédération, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a quelques années, mais ça date un peu, il y a eu 2-3 petites tensions, mais Tout est rentré dans l'ordre. mais non, on travaille bien ensemble, même au niveau des dates. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Pour revenir sur le terrain, quelle a été ton épreuve préférée cet hiver? Eh bien, mon épreuve préférée a sûrement été finalement l'étape de la Clusaz, qui a été un slopestyle très original où les riders se sont régalés. Et peut-être que l'annulation de cette étape nocturne, faute de volume de neige suffisant l'hiver dernier, nous a permis de faire une belle étape de jour, à la fois pour les riders et pour le public aussi. Le site, c'est génial pour les riders quand il y a des spectateurs, quoi. Et c'est une piste très passante aussi, donc il y a beaucoup de monde qui s'arrête sur le bord de la piste. Donc pour moi, oui, la Clusaz était... La Clusaz et Tignes, les deux plus belles étapes, c'est la Clusaz et Tignes quand même. Le Tignes, le super pipe en finale nocturne avec le plateau d'athlètes qu'il y a eu, le niveau de ride qu'il y a eu aussi. C'était autrement meilleur que pour les jeux bien sûr. à cause des conditions de glisse qui étaient très mauvaises pour les hommes. Ça ont été les deux plus belles étapes, quoi. À l'exception de quelques Américains Nord-Américains qui manquaient à Tignes, on avait un plateau des Easy Games d'Aspen. Oui, on peut pas dire qu'il y a le plateau des Easy Games d'Aspen, mais il y avait le numéro 1 mondial Kevin Roland, Mike Riddle, numéro 2 mondial, Marie Martineau qui avait fait médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, donc il y avait un superbe plateau mondial, quoi. Et alors, l'étape où les Français ont particulièrement brillé, puisque Kevin gagne chez les garçons, Marie chez les filles. Oui, bref, complètement. Cocorico, Donc Cocorico, et bon, après, c'est normal alors que les Français brillent parce que les Français sont les meilleurs mondiaux dans la discipline. Donc c'est bien, c'était génial pour Kevin. Surtout, c'était magnifique qu'il gagne le titre de champion du monde sur cette dernière étape du World Tour. Et donc c'était logique, les Français sont les meilleurs mondiaux en halfpipe, donc c'était logique qu'ils gagnent. Après en slopestyle, les Français ne sont plus depuis quelques années les meilleurs mondiaux, donc il y a du travail, ils progressent, et donc c'est vrai qu'on ne retrouve pas les Français sur les podiums des plus grosses étapes du SFR Tour. À la Clusaz, donc sur 10 finalistes, il n'y a que Antoine Adlis qui est... Il n'y a que Antoine Adélis qui est rentré en finale, quoi. Qui est vraiment rentré en finale. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait fait une très belle paire. Je crois qu'il avait gagné ou fait deuxième de sa poule aux qualifications. Donc il était vraiment vraiment dans le coup pour faire une place dans le top 5, quoi. Il a fait une petite erreur, tout ça, mais donc ça vient. Il y a des jeunes qui montent. Il y a des jeunes comme Isaac Simon qui a gagné chez les Kids, qui a tout remporté, qui a remporté toutes les étapes. Cet hiver en slopestyle, c'est pareil. Bon, il y a des jeunes qui poussent, et bon, il faut travailler pour arriver à concurrencer les Nord-Américains. Et les Scandinaves qui s'en sortent et les quand même Scandinaves aussi, ouais. plutôt mieux que les Français pour l'instant. Non, Ça va changer. Tout à fait.
pour finir, Olivier, quels ont été les athlètes un peu coup de cœur de l'année pour toi? Pour les Français d'Antoine Delis, pour Mhm. moi, c'est vraiment le coup de cœur de l'année. Il y a aussi Quentin Ladame et Hugo Logier, qui sont un petit peu des nouveaux qui arrivent et qui ont montré qu'ils étaient capables de Qui performer poussent fort, ouais. et qui ont gagné leur place d'ailleurs en équipe de France grâce au contest et aux performances qu'ils ont faites cet hiver. Chez les étrangers, hommes stopstyle, c'est sans hésiter Oscar Wester. Même si je fais un gros merci à Gus Kenworthy, numéro 1 mondial et vice-champion olympique de discipline, d'avoir fait le déplacement et qui est revenu des États-Unis pour venir courir sur l'étape de la Clusaz. Chez les en halfpipe, coup de cœur, Kevin, pour moi c'est un des plus grands champions. Enfin, il est très très fort techniquement, et mentalement, c'est un énorme champion, quoi. Même au début, quand il courait sur le tour il y a 8 ou 10 ans, voilà, quand il fallait rentrer un run, il avait loupé son premier run, le deuxième run, il le plaquait, quoi, à chaque fois. Mentalement, c'est une bête. Ouais. Donc, gros big up à Kevin, à Marie aussi pour son retour, qu'elle avait fait sur les SFR Tour d'ailleurs il y a 2 ans, sa première compétition en pipe, qui était revenue après sa retraite Dans son sportive. projet qualification au JO, Voilà, et plutôt réussi. Et Marie, que j'ai entraînée moi il y a 15 ans, au moins 15 ans à La Plagne, au club des sports de La Plagne, quand elle était gamine. À l'époque, elle faisait du saut acrobatique. Hein. Donc un grand bravo à Marie. Et après, chez les filles en slopestyle, malheureusement, Colline Balébaz, la numéro 1 française, qui est vraiment très très forte, n'a pas pu courir sur le tour parce qu'elle s'est blessée. Elle n'a même pas pu participer aux Jeux Olympiques, alors que je pense qu'en slopestyle, c'était la plus grande chance de médaille française. Je dis bien en slopestyle, hommes et femmes confondus. Et donc, après, chez les filles, il y a l'extraterrestre, Kelly Sildarou. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle fait toutes les étapes du tour, qu'elle reste avec nous. En plus, elle ne fait pas que les étapes, elle, parce qu'elle vient chaque fois une semaine complète. Elle s'entraîne avant les étapes. Elle reste après les étapes pour aider les parcs des stations où nous faisons l'event. Et c'est vrai qu'à son âge, le niveau qu'elle a, on a vu l'année dernière à la Clusaz. Dommage qu'elle était trop jeune pour participer aux Jeux Olympiques. À la Clusaz, il y avait la numéro 2 mondiale, l'américaine numéro 2 mondiale de discipline, elle a gagné, quoi. Elle a gagné, donc c'est un phénomène. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un project family, ce qu'on appelle en ski alpin les project family. Oui, c'est vraiment un projet familial. En fait, son père l'amène, elle et son petit frère, qui a, je crois, 7 ans, je ne sais pas exactement, enfin, il est tout petit, son petit frère, ou 6 ans. Tout l'hiver, il est avec eux sur le tour. Ils arrivent en janvier, ils repartent. Le but, c'est d'être numéro 1 mondial, mars. de dominer la discipline. Le but, oui, c'est de dominer. Voilà. Je pense que son père est un passionné. Et il se libère totalement. Il consacre 200% de son temps pour ses enfants, pour les amener rider. On peut comparer ça au Kostelic en alpin, par exemple. Ah, mais complètement. Et le petit frère qui a 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, c'est le même extraterrestre que sa grande sœur. Ce qui laisse quand même, ce qui ouvre des perspectives, parce que si à cet âge, à 12 ans, on arrive à dominer déjà quasiment le monde, quel niveau peut-elle avoir à 20 ans? Ça va être intéressant si elle ne se blesse pas, ce qu'on souhaite. Oui, même à 14-15 ans, quoi. On voit d'une année sur l'autre, elle progresse de manière phénoménale. Hein. Non, c'est assez incroyable. Bon, donc voilà pour mon dernier coup de cœur, Kelly. Donc que des bonnes choses. Et il y a du fast et du vent dans les voiles de la tournée SFR. Donc à bientôt. À bientôt, Laurent. Salut.